Alors, je vous propose que nous puissions continuer, plus confortablement installés, pour aborder une autre question. Après ce retour sur le passé, ô combien important dans la vie de Philippe Cadic, qui était sa venue en France, se poser la question maintenant de Philippe Cadic moderne, point d'interrogation, avec Thomas Casals, donc, qui a fait le documentaire Addicted, diffusé il y a quelques années. Le jour où j'ai vu ce documentaire pour sa première diffusion, j'ai compris que j'étais pas seul. Voilà, allez lire du Philippe Cadic en Limousin. Et voilà, donc quelqu'un qui a eu donc une date très importante dans l'histoire de la propagation de Philippe Cadic, notamment par le travail documentaire que ça offrait. Ariel, qui a écrit récemment Abécédique, avec cette formule magnifique, nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction. Formule que je pense qu'il va avoir du succès et qu'on risque de retrouver dans des articles sans te citer, où tu explores le vocabulaire dickien à l'aune de notre modernité. Et enfin, notre rockstar, actuellement, qui n'a pas encore commis de texte, d'études sur Philippe Cadic, mais Dieu sait qu'à mauvais genre, tu ne peux pas t'empêcher d'en parler. Et d'en parler longtemps. Donc, ah non, de mon point de vue, surtout pas. Mais avec l'originalité de ton regard. Donc, justement, je voudrais faire un petit tour de table pour que vous puissiez donner votre vision, pour ouvrir les portants très grands, de voilà, pourquoi Philippe Cadic aujourd'hui. Thomas, peut-être. Je vais commencer, je commence. Vas-y, commence. Comme tu veux, moi j'ai pas de soucis. On a 20 minutes. J'ai pas de Non, soucis. on va l'arrêter. On va l'arrêter à un moment donné. Oui, il faut, oui. Non, mais je crois que. Bon, pourquoi. C'est vrai que la question est vaste. Hein. Pourquoi Philippe Cadic aujourd'hui? Bon. Moi je dirais que Philippe Cadic aujourd'hui, c'est un antidote. C'est quelqu'un qui, à son époque, avec son côté un peu parano, a sans cesse exagéré ce qu'il vivait. Imaginez le pire. Je ne pense pas qu'il faut lire Philippe Cadic aujourd'hui pour se dire tiens, il a inventé le téléphone mobile, parce que là, effectivement, non seulement ce serait totalement idiot, mais en plus on se planterait. Bon. Y a des petites inventions ici et là, des choses qu'on peut retrouver, mais c'est des anecdotes et des détails. Moi, je crois que la raison pour laquelle cet auteur est éminemment contemporain, c'est tout simplement parce que l'on parle des mondes virtuels, que l'on parle donc de l'échappée, qu'on parle évidemment des notions d'humain et de réel, que l'on parle d'intelligence artificielle, que l'on parle de robotique, que l'on parle même d'ailleurs du rapport à Dieu, à la religion. Quels que soient les sujets, il a en quelque sorte déliré, anticipé, exagéré sur son aujourd'hui, qui, d'une certaine manière, est notre présent, sera notre futur, comme il a été notre passé. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, évidemment que lui, sa réalité virtuelle à lui était plutôt de l'ordre des drogues, mais parfois il n'y avait même aucun ordre. Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Monde qu'elle voulait, je crois, hein, Le Monde qu'elle voulait, donc qui est l'une des nombreuses nouvelles qui fonctionne sur le registre d'une autre réalité dans laquelle on vit, dans laquelle un personnage change la réalité de l'autre. Bon, à aucun moment il explique qu'il s'agit de nos réalités virtuelles, de nos échappées d'aujourd'hui, mais de fait ça colle magnifiquement bien, quel que soit ce qu'il avait en tête comme mode, comme substance, comme qu'elle soit numérique, qu'elle soit chimique ou autre, la réalité même de cette échappée qui nous retombe sur le nez reste totalement pertinente. Et on pourrait prendre un nombre d'exemples, que ce soit dans les romans ou dans les nouvelles, de L'œil dans le ciel en passant par Ubik ou Le Dieu venu du centaure, où là il met réellement en scène un système de réalité virtuelle, tout comme il y en a un. Donc c'est vis-à-vis de Mars et il utilise des poupées pattes dans Dieu venu du centaure. Donc c'est un système qui anticipe de manière presque hallucinante quand on le lit aujourd'hui, puisque ceux qui participent de ces mondes virtuels sont étendus dans leur clapier,
et il rentre dans l'univers donc des poupées Barbie, quoi, en fait, puisque c'est ça qui l'avait inspiré. Et ils vivent réellement cet univers-là, de manière totalement réelle, totalement de la façon la plus virtuelle qu'on puisse imaginer. Et dans un autre genre, dans les moutons reptiles, donc les androïdes reptiles de moutons électriques, il y a en fait la fameuse, comment ça s'appelle, de Wilbur Mercer, c'est les poignées de réalité virtuelle, donc j'ai oublié le nom exact de cette... Voilà, la boîte à empathie, exactement. Il y a la boîte à empathie, qui est là encore un système qui est, dans lequel on se retrouve à vivre effectivement cette scène néo-biblique, dans lequel un acteur totalement Nasbrock, totalement azimuté, joue le rôle du prophète, le célèbre prophète qu'on connaît tous, Wilbur Mercer, bien évidemment, parce que c'est un prophète qui a marqué l'époque et qui a marqué beaucoup de gens. Et là encore, on a un système, un des nombreux systèmes expérimentés dans l'imaginaire de Dick, correspondant de manière assez forte, assez hallucinante à de nombreux délires que l'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, en tout cas, cette exagération, cet imaginaire a mis en scène une série de scénettes, une série de moments qui nous permettent de prendre de la distance par rapport à l'aujourd'hui. Voilà moi ce que je pourrais dire sur la raison pour laquelle lire et relire Dick aujourd'hui est quelque chose de tout à fait nourrissant pour l'intellect et pour le reste. Là, tu vas pas te cacher maintenant. Moi, ce que je pourrais dire sur Dick aujourd'hui, pour moi, à l'époque où j'ai fait le film, l'idée était de faire plus qu'un documentaire un peu classique, de faire un film qui serait un peu une œuvre collective. Donc j'ai demandé à beaucoup de gens de lire des textes, il y a beaucoup de lectures dans le texte, il y en a beaucoup moins au montage final. Mais tout le monde a lu en fait des passages de Philip K. Dick. DJ Spooky, le musicien américain, m'a donné de la musique. On a eu pas mal d'images récupérées de droite, de gauche. Et l'idée c'était de faire quelque chose de vraiment collectif. Et pour moi, l'idée de la modernité de Dick aujourd'hui, c'est vraiment ce que disait Ariel. Il a créé à travers son œuvre une grille de lecture de la réalité, qui curieusement est valable aujourd'hui et a été valable dans les années 60-70. Donc lire Dick, c'est quelque part s'éduquer, parce que pour moi c'est aussi un grand éducateur, comme le sont les grands écrivains finalement, comme l'on peut être Victor Hugo, Balzac, voilà. Pour moi c'est quelqu'un qui permet d'avancer dans la vie et d'essayer de comprendre et de démêler certains films justement, ou certains films à travers cette grille des lectures qui est un peu comme l'équivalent serait aujourd'hui peut-être comme un système d'exploitation informatique, quoi. C'est-à-dire que il y a Unix, il y a Linux, il y a Windows, il pourrait y avoir le système Ubique ou le système Dickien. Merci. Vous savez, dans l'islam chiite duodécimain, on considère qu'il y a deux cycles successifs. Il y a un cycle qui est le cycle des prophètes, qui s'ouvre avec Moïse et qui se clôt avec Mahomet. Et ensuite un cycle des guides qui démarre après, à partir du premier imam et surtout à partir du 12e imam, l'imam caché. Ensuite, tout ce qui suit est une interprétation du domaine prophétique. Et ces deux temps, pour moi, cette espèce de système de cyclique, où un premier temps est un temps prophétique, où tout part vers l'avenir, et ensuite on a un temps d'interprétation, peut fonctionner dans plein d'autres domaines. Et, par exemple, dans le domaine du rock, il y a une ère prophétique qui démarre avec les premiers rockers et qui a atteint son acmé avec les Beatles et les Stones, et ensuite une autre période qui est une période interprétative où à ce moment-là, en plus, c'est redoublé par le fait qu'on fasse rentrer toutes les autres musiques à l'intérieur de la musique rock, comme dans le domaine de l'islam chiite duodécimain, alors toutes les autres révélations, la révélation qui peuvent être les révélations zoroastriennes, qui peuvent être également tout le domaine indien ou tout le domaine grec, va rentrer dans un travail d'exégèse et un travail
de réalisation, et c'est ce moment-là le moment le plus important, parce que c'est le moment où en fait l'homme lui-même réalise tout son potentiel divin. Je dirais que dans l'expérience de la modernité, en tout cas, si on considère que la modernité démarre, c'est très difficile de dater la modernité, mais enfin bon, il y a plein de manières différentes de l'envisager, mais bon, si c'est grosso modo les 2-3 derniers siècles, quoi, pour simplifier vraiment énormément, il y a une période en tout cas où les principaux écrivains sont les poètes, et c'est le domaine prophétologique. Et donc, on va dire de Nerval jusqu'à Artaud, on a une période qui est prophétique et qui est toujours portée vers l'avenir, et ensuite on arrive à un moment où en fait la question est de tout réussir à réintégrer, et non seulement tout ce qui a été écrit en termes poétiques. Je vous donne des exemples français, mais vous pouvez aussi évidemment les adapter à la poésie anglaise, à la poésie d'autres pays. Et à ça, rattacher toutes les autres révélations, toutes les autres dimensions pour réaliser le parcours d'un homme. Édic est un des principaux guides à ce niveau-là, dans le sens où, de son expérience d'écrivain, romancier, il a réussi à tisser une toile qui traverse le temps, qui traverse les domaines du savoir, et en particulier les domaines du savoir sacré, de la science sacrée. On va retrouver dans